Swag. Bien. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast La Soirée avec Monsieur Danny Bill. Il y a une semaine, Monsieur Polydomso en parlait, c'était la recommandation du jour, le chirurgien du Muay Thai. Et là voilà, peut-être prophétie autoréalisatrice. Nous la gueule J'ai essayé de te manipuler pour que tu arrives à obtenir cette interview, parce que c'est un honneur de pouvoir échanger avec Danny Bill. Et donc merci beaucoup. Oui, avec plaisir. Alors comment ça se passe là? Parce que on sait que pour l'interview là, donc Danny, tu es aux États-Unis. Est-ce que tu y vis? Est-ce que tu es coach aux États-Unis? Comment ça se passe exactement? Non, je suis venu exactement voir des amis. En même temps, je suis venu voir l'avancement de la Muay Thai, parce que ici maintenant, depuis quelques années, la Muay Thai, elle a commencé à bien prendre là. Ça fait que j'ai beaucoup d'amis qui sont ici. Et en même temps, je viens voir comment ça se passe pour eux, et voir un peu la Muay Thai et voir autre chose. Hein. Il y a beaucoup de choses à voir ici. Mais c'est plus pour voir des amis en même temps. Voilà. Vas-y, monsieur. C'est des amis qui boxent professionnellement aux États-Unis? Oui, il y en a, ils ont déménagé de la France. Il y en a, j'ai aussi de la famille ici. Aujourd'hui, avec tout ce qui se passe, ça fait quelques années en Europe, il y a beaucoup de gens qui ont quitté la France par rapport à leur travail et tout ça, l'économie, quoi. Vous avez vu ce qui se passe avec les gilets jaunes, par exemple, et tout ça. Il y a beaucoup de plaintes. Alors, ça fait qu'il y en a beaucoup, ils ont vu leur retraite. Ils se sont dit, non, je ne peux pas rester à Paris. Alors, vaut mieux que j'aille dans un pays où je suis plus tranquille. Et ça fait que moi, en même temps, il y a beaucoup de gens qui m'ont proposé de rester ici par rapport à le sport. Alors, j'ai dit, moi, je vais réfléchir. En même temps, je viens voir ce qu'il y a d'intéressant. Je découvre d'autres choses. Parce que je sais qu'en France, c'est un peu compliqué pour des gens qui ont envie de s'en sortir dans certains métiers. C'est un peu compliqué. Voilà. Ouais, mais toi, avec ton statut, tu as fait des superbes combats en France. On pense notamment au combat contre Amand Dekers, qui est dans toutes les mémoires, bien évidemment. Est-ce que en France, tu as toujours ce statut de légende? Comment ça se passe aujourd'hui, ta relation vis-à-vis de la France? Franchement, je fais pas attention à ça, l'histoire de légende. Je suis comme vous, je suis quelqu'un qui fait son métier, je fais ce que j'ai à faire, mais je vis pas par rapport à mon nom. Je fais ce que j'ai à faire, mais en même temps, c'est vrai qu'il y a beaucoup de jeunes qui aimeraient apprendre la Muay Thai maintenant, comme ça a pris de l'ampleur en France aussi. J'ai essayé de développer des jeunes, j'ai essayé de développer des choses avec beaucoup de gens, mais il s'est passé tellement de choses, des déceptions avec beaucoup de personnes. La dernière déception qui m'a vraiment cassé, c'est peut-être que vous connaissez Skarbowski. Ah oui, complètement. Voilà. Et moi je vous le dis, c'est quelqu'un que j'ai estimé, mais depuis, il a pris son chemin, mais il s'est passé des choses avec un grand manque de respect qui s'est passé par rapport à ce qu'il a voulu accomplir avec moi. Il s'est passé des choses que je ne vais pas rentrer dans le sujet là, voilà. Mais sans vouloir justement revenir sur ce sujet, parce qu'en fait, il avait été un moment, vous avez entraîné ensemble un moment dans. Voilà. C'est ça, on a entraîné ensemble. Et après, il a pris la grosse tête. Et après, il a fait ce qu'il a à faire. Il a fait ce qu'il a fait. Et moi, j'ai dû prendre mon chemin parce qu'on n'a pas le même vécu. On est dans le sport, mais il s'est passé que, comme lui, c'est quelqu'un que beaucoup de gens le savent maintenant, comme il est spécial un peu dans sa tête, ça a fait tard, ça fait que moi, on n'est pas dans le même métier de fête, on ne fait pas la même fête. Ça fait que j'ai préféré arrêter d'enseigner.
Je comprends. Et tu disais qu'en fait, tu cherchais à développer la pratique de la boxe thaï pour les jeunes et qu'il y avait un regain d'intérêt, par exemple, aux États-Unis. Moi, ma question, justement, elle va se poser par rapport à toi. Toi, qu'est-ce qui t'a attiré vers la boxe thaï au tout début? Ah, bah, moi, ce qui m'a attiré à la boxe thaï, c'est le sport, l'un des sports les plus complets debout au départ. C'était debout, parce que j'ai essayé de faire d'autres sports comme à l'époque, c'était le boxe américaine, full contact. Full contact, ouais. Boxe américaine, full contact. J'ai essayé ça vers 85. Et après, j'ai vu la Muay Thai. J'ai vu que c'était plus complet. Et je me suis dit, franchement, pourquoi pas essayer? Et j'ai essayé et j'ai vu que c'était l'un des sports qui m'a plus apporté. Physiquement, mentalement, on devait toujours se dépasser. Et en même temps, ça m'a permis de voir des choses que je ne connaissais pas de moi-même. Parce que plus on fait des sports de combat, on va dire, plus on apprend à se connaître. Ouais. Après que moi, ça m'a beaucoup apporté ce sport-là. Et je suis resté dedans parce que c'était vraiment complet. Et Ouais. le coup de foudre s'est passé immédiatement, c'est-à-dire dès le premier entraînement de Muay Thai, tu t'es dit c'est bon, enfin je vais faire ça. Ou est-ce que c'était un peu plus progressif? Ah ouais, c'était un peu plus progressif parce qu'au bout d'un an, j'ai fait un an d'abord pour voir si c'était vraiment ce que je voulais faire. Parce qu'en même temps, je faisais au moins 5 sports en même temps. J'avais 14, 15 ans. Alors, il fallait que je prenne le mieux pour moi. C'était toujours pour le plaisir au départ. C'était pas pour être champion. Au départ, comme on est jeune, on fait toujours des choses pour se découvrir. Hein. Alors, moi, je me suis dit, bah, franchement, celui-là, il me plaît. Parce que je rentrais chez moi KO, fatigué. Et les autres sports, je rentrais pas autant fatigué. Voilà. Alors, je me suis dit, je reste dedans. Et après, à partir de là, voilà, c'est parti. 86, j'ai eu les premiers combats et tout ça. Bah c'est ça, c'était la question que je voulais poser, c'est de directement en fait t'es rentré dans les compétitions. Enfin, je veux dire, c'est pas une hésitation, ça s'est fait comme ça. Oui, ça s'est fait parce que à l'entraînement, c'est bien. Mais après, il faut vraiment tester si on a le niveau. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de boxeurs, comme je regarde cette époque de maintenant, il y a beaucoup plus de passionnés, mais il y en a beaucoup qui ne veulent pas essayer de voir ce qu'ils veulent vraiment. Mm. Alors, moi, je me suis toujours dit, même maintenant, je leur dis, c'est pas un sport. En vrai, c'est un sport de combat vraiment fait pour combattre. C'est pas un sport qu'on fait aussi que pour le loisir. On peut le faire pour le loisir, mais il faut se tester. Oui, c'est bien de se tester, comme ça au moins on voit ce qu'on vaut. Mais bon, c'est pas donné à tout le monde aussi. Il y a des gens, ils se disent non, je ne pas en sorte de coup. Mais après, dès tes 15 ans, toi, t'étais champion quand même de France. Comment ça s'est passé, ça, de faire le switch quasiment directement du niveau, on va dire, pour te tester, à compétition au plus haut niveau, finalement? Comment ça c'est Bah, Comment quel a été le processus, finalement, pour toi de te dire, je passe de je me teste à t'étais quasiment professionnel à tes débuts, finalement? Oui, si, mais bon, c'est avec le travail aussi, hein. C'est avec la compréhension du domaine où tu rentres. Parce qu'il y en a, on était par exemple une centaine, et c'est vrai que sur 100, on n'était même pas 10 à combattre. À peu près, on était une dizaine. Et c'est vrai que c'est comme à l'école, hein. Les arts martiaux, c'est comme si on va à l'école et tu veux passer ton bac, et c'est pas tout le monde qui va l'avoir. Et c'est ceux qui vont travailler le plus, sûrement, ceux qui vont se dévouer à ça. Ça fait que moi, je me suis dévoué, et sans vouloir être champion hein, ou quoi que ce soit, c'était d'abord un plaisir de, de voir ce que je vaux, mais devant un public. Et, Pas rester- ouais. et ton premier souvenir de ton premier combat, enfin tu l'as vécu comment? Ah, le premier combat,
J'avais peut-être 14, 15 ans, 14 ans à peu près. Ça a duré peut-être, franchement, peut-être 30 secondes. Hein. Ça a duré peut-être 30 secondes, tu vois. Ça fait que à peu près mes 10 premiers combats, c'était toujours KO soit au premier round ou au deuxième. Les 10 premiers combats. Alors ça fait que c'était, pour moi, je ne savais pas vraiment ce que c'était la compétition. Comme on est jeune, on ne sait pas vraiment c'est quoi la compétition. Après, à partir du 11e combat, j'ai eu une défaite. Pourquoi? Parce que je ne savais même pas à cette époque-là qu'il fallait faire des footings. Je ne savais même pas qu'il fallait faire des footings à cette époque-là. Ça fait que on m'a dit, bah, tu sais, il faut courir. Il faut faire des footings. Et à partir de là, je me suis dit, ah bah, ok, j'ai eu une défaite. J'ai eu une défaite, pourquoi? Parce que j'étais essoufflé. Alors c'est là que je me suis dit, ah oui, d'accord, la boxe, c'est pas que frapper, quoi. C'est pas que. Oui, alors c'est à partir de là que j'ai commencé à comprendre que tous les sports de combat, il faut quand même aussi faire des footings. Parce que comme on est jeune, les entraîneurs, ils vous le disent, mais des fois, on ne comprend pas de quoi ils parlent. Alors, il faut être dans la défaite pour évoluer. Ouais, Ouais. voilà. Voilà. C'est pas donné à tout le monde hein, d'apprendre justement de ces défaites. C'est sûrement une des choses qui fait la différence entre les Danny Bill et ceux qui n'évoluent pas, je pense. Mais au-delà de ça, si tu disais que t'as pas vraiment pris conscience de ce qu'était la compétition dans les 10 premiers combats, est-ce que même le fait qu'il y ait un public, ça n'a rien changé? Enfin, ça n'a pas. Est-ce qu'il y a des gens qui sont paralysés par le fait qu'il y ait un public, qui sont moins bons dans un ring qu'à la salle? Il y en a beaucoup qui sont comme ça. Toi, est-ce que c'était un peu comme ça ou est-ce que c'était l'inverse? Non, moi, c'était un défi. Je n'étais pas tendu, moi, avant les matchs. Pour moi, c'était comme si j'allais à l'entraînement, quoi. C'était comme si j'allais au McDonald's. C'était comme si j'allais au McDonald's pour moi monter sur le ring. Parce que c'est vrai que j'en ai vu avec moi, ils étaient super tendus. Parce qu'en vrai, c'est vrai que c'est pas donné à tout le monde d'avoir cette mentale de de pas être tendu. Parce que vous avez vu des combats, même ça soit dans tous les sports de combat. Et j'en ai vu, c'est vrai, ils se disent oh là là, j'ai peur de me faire mettre KO, j'ai peur de ci, j'ai peur de ça. Mais après, comme on dit, hein, c'est pas tout le monde qui a la même étoile, la même compétence. Donc on n'est pas tous on est pareil dans un domaine précis. On n'est pas tous. Tout est mental d'abord. Tout est mental. Et tu Parce qu'il y en dis, a. Ouais. vas-y, bah justement, tu dis qu'il y a tout est mental, que toi, t'avais pas cette peur du chaos. Et justement, quand t'es revenu en 2006, est-ce que t'avais une forme d'appréhension par rapport à ton physique où tu t'es dit justement, ça a changé, est-ce qu'il y a eu une évolution chez toi? Ouais, en 2006, c'est vrai, j'avais arrêté 3 ans après ma blessure contre Aurélien Ouais. Duarte. J'étais revenu 3 ans après, avec le tibia péroné. Et c'est vrai que j'avais un petit doute de pas avoir ce problème sur le ring encore hein, de tibia. Mais j'ai surmonté ça. J'ai surmonté. Je me suis dit, c'est vraiment psychologique. Alors, il faut que je surmonte la peur de me recasser le tibia. Alors, ça a été, franchement, j'ai refait peut-être 3, 4 combats en 2006, 2007. Et franchement, ça a été. Mais c'est vrai que comme j'avais quand même pris assez de poids, j'avais changé de catégorie de poids, j'étais un peu plus lent, mais j'avais toujours l'envie de faire le mieux possible. Mhm. Je voulais toujours, voilà, c'est un challenge, hein. Comme on fait des sports comme ça, c'est toujours essayer de se dépasser, essayer de faire mieux, et de briller, quoi, toujours essayer de se faire plaisir sur le ring. Et Voilà. dans cette perspective de dépassement, est-ce que c'est vrai, c'est à quel moment que tu t'es dit, il faut que j'aille en Thaïlande? Il faut que j'aille apprendre en Thaïlande, il faut que j'aille combattre en Thaïlande. Ouais, c'est vrai que c'était vers 18 ans, ça. Vers 18 ans. 18 ans, j'avais fait mon premier combat à la télé. Je sais pas si vous avez vu ce match, j'avais 18 ans, c'était à TF1.
C'est passé hier sur YouTube. C'était le premier combat que j'ai fait à TF1 à l'époque. C'était 90-91. Et, et j'avais battu un Thaï qui avait plus de 180 combats. Et c'était France-Thaïlande, cette époque-là. Et tout le monde me donnait perdant parce que j'avais remplacé une personne à 3-4 jours avant. C'est ouais. C'est pas Joe Prestia, c'est ça enfin... Non, ça c'est après. Ah, c'est après. Ça c'était un autre combat. C'était avant Joe Prestia. J'avais remplacé au pied levé et ça fait que j'avais fait un combat aux yeux des gens, gens de la télé, tout le monde, c'était exceptionnel. Et ça fait que ça m'a donné envie de vraiment d'aller en Thaïlande à partir de là. Parce que ce qu'on apprenait à l'époque en France, c'était pas la pure Muay Thai. Parce que si vous faites l'histoire de la boxe thaï aux années 80, c'était la boxe en France, boxe thaï, c'était beaucoup la bagarre. C'était beaucoup. C'était rare qu'il y en a peut-être 2 sur 200 qui avaient compris l'art de la Muay Thai. Ça fait que dès que j'ai gagné ce fight, ce match, ça m'a motivé à plus progresser. Parce que comme c'était pas ça à la télé, ça fait que ça a pris de l'ampleur. La Muay Thai, elle a pris de l'ampleur aussi. Et après, j'ai voulu faire mieux. Mais il fallait que j'aille au pays d'où ça vient, quoi. Et je suis parti là-bas. Ça fait que, arrivé là-bas, j'ai vu la différence. J'ai vu que je connaissais rien à la Muay Thai, presque. Je connaissais presque rien. Parce que là, j'ai rencontré des vraies techniques, quoi. Des vrais techniciens. Et il t'a fallu du temps pour te faire accepter là-bas? Ou ça, j'imagine que la période d'adaptation, ça a dû être assez dur. Ah, franchement, pour eux, il a fallu du temps parce que là-bas, en plus, à l'époque, les gens ils me disaient, mais pourquoi tu viens faire de la Muay Thai? Les gens ils se disaient, mais à l'époque, c'était vraiment l'âge d'or, comme on dit. Hein. C'était la culture, c'était vraiment spécialement pour les Thaïlandais. Et dès qu'on arrivait, c'était très rare qu'ils t'acceptaient comme ça. C'était pas comme vous avez vu maintenant, tout le monde y va, mais à l'époque, c'était Muay Thai spécialement pour les Thaïs. Ils me demandaient toujours, mais pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais pas du football? Pourquoi tu vas pas jouer au foot? Pourquoi tu fais pas autre chose? Parce que ça, c'est nos cultures. Ils voulaient pas trop partager à cette époque leur art. Ça fait qu'il a fallu que je mette les gants. Je mettais beaucoup les gants avec certains boxeurs. Et dès qu'ils ont vu que c'était un peu tendu pour certains boxeurs que je mettais les gants, ils ont dit ah ouais, il s'est boxé quand même. Alors, à partir de là, ils ont commencé à me prendre plus au sérieux. Et alors, j'ai essayé de faire d'autres camps, plusieurs camps, mais c'était fermé. Ils ne montraient pas vraiment leur art à cette époque-là. Il fallait que tu aies un bon regard pour comprendre la Muay Thai. Parce que c'était fermé, c'était un cercle fermé. C'était vraiment 90% thaïlandais. Et après, je suis parti boxer de moi-même dans certains endroits. Au départ, dans les bars, là, je ne sais pas si vous connaissez, à l'époque, à Pattaya. Ouais. Voilà, je suis parti faire des combats là-bas. Et après, on m'a proposé des combats parce qu'ils ont vu que j'avais le niveau. Mais alors, et du coup, parce qu'en fait, vraiment, ce qui marque quand on te regarde combattre, surtout à cette période et surtout en connaissant en fait le fait que justement le Muay Thai c'était assez fermé en termes de justement d'apprentissage et que c'était plus difficile d'apprendre une forme plus technique et que du coup, quand on regarde un peu cette période, on a les combattants, on va dire européens, ils compensent ce défaut, enfin cette manque de technicité par plus de conditionnement, plus d'agressivité. Et toi, quand on te voit combattre, justement, il y a cette technicité qui te rapproche plus des Thaïs. Mais alors du coup, ma question, c'est assez long. C'est comment est-ce que tu as réussi à adopter
ces techniques en affrontant les tailles ou en les observant? Ou est-ce que tu as eu des coachs qui t'ont vraiment donné ce savoir-là, ou... Non, aucun coach. Si vous regardez ces 30 dernières années, c'est très rare de voir quelqu'un qui comprend l'art de la Muay Thai. Ils vont tous, c'est des combattants. Ils vont tous se combattre, ils vont tous aller à la bagarre, à la guerre. Mais comprendre l'art, faire des techniques fines, faire tout ça, c'était, moi, c'est ce que j'aimais, vraiment développer. Moi, je voulais pas boxer comme certains, vous avez vu, voilà, les bagarreurs, Ramon Deckers, tout ça. C'était des fighters. Et les gens, ils se disaient, ah, il y aura un chaos, ça se trouve avec Ramon. Ça faisait lever le public. Ça faisait lever le public. Tout le monde voulait du chaos, du spectacle. Mais moi, je préférais un autre style de spectacle. Moi, je préférais, par exemple, comme maintenant, Senshai. Vous avez vu, à l'époque, il y avait un boxeur qui s'appelait Samat aussi. Samat, ouais. Samat, c'est la technique, quoi. Moi, je préférais ça. Et comment je l'ai appris, c'est en le faisant, à l'entraînement, en le voulant aussi. Il faut le vouloir. Vous voyez, il faut le vouloir et technique. Hein. Et après, ça se passe aussi sur le ring, parce qu'il y a des milliers de boxeurs qui sont techniques à l'entraînement. Comme vous allez dans des salles de boxe, moi j'en ai fait ici une centaine, ou même en Europe, il y a plein de champions dans les salles. Mais dès qu'ils montent sur le ring, c'est plus les mêmes. On dit, mais attends, à la salle, t'es super fort. Et pourquoi t'arrives pas à le faire là? Et voilà, c'est pas donné à tout le monde de comprendre. Et tu penses que c'est une question de mentalité, c'est juste que c'est la pression, c'est le fait qu'il y ait des gens, ou c'est la crainte de prendre des KO qui font que ces gens-là, ils n'arrivent pas à appliquer ce qu'ils arrivent à appliquer. Ouais. C'est ça. Il y a des gens qui sont, voilà, des stress. C'est 80% du mental, hein. Le stress. Mais du coup, toi, tu stressais pas, parce que c'est vrai que c'est aussi ça qui marque quand on te regarde combattre, il y a une relaxation, un relâchement, il n'y a pas de tension, c'est ce qui donne cette impression que c'est pas difficile quand on te voit combattre. Enfin, si je peux l'exprimer dans certaines idées, quand on voit combattre Danny Bill, c'est pas difficile. Mais bon, essayer de le faire effectivement, ça devient vachement plus dur. Ouais, bah t'as raison, hein, de toute façon. Ça, on me l'a déjà dit 1000 fois. Et à l'époque, beaucoup de gens voulaient que ma boxe change. Certaines personnes me disaient, ah, il fallait le mettre KO, il fallait pas l'humilier comme ça. Par exemple, vous avez vu mon combat contre, on peut dire comme Joe Presta. Joe Presta, ouais. Il y en a, ils m'ont dit, il fallait le mettre KO. Il y a des gens, ils voulaient pas je l'humilie, par exemple. Mais moi, je préférais m'amuser parce que je force pas. Il y a des combats, je force pas. C'est-à-dire que, voilà, je force pas. Je préférais montrer ma supériorité en technique que aller à la force. Parce que si vraiment, je m'énerve dans certains combats, je sais que je peux mettre KO. Mais ça m'intéressait pas vraiment. C'était plus l'art pour moi. Alors, ça fait qu'il y en a beaucoup qui ont trouvé après des excuses. Oui, mais il était plus lourd. Oui, nanana. Alors, moi, je leur dis, même si j'aurais été plus léger, je me serais amusé avec toi. Oui, parce qu'il y a des boxeurs, ils ont toujours trouvé des excuses. Vous voyez, il y a beaucoup de boxeurs que j'ai boxés qui ont trouvé des excuses de poids, de ci, de ça. Bon, après, la boxe, c'est... Si vous regardez les K1, par exemple, même le Banner, il a déjà boxé des boxeurs. Je me rappelle, un boxeur que j'avais boxé, il s'appelait Nokwit Devi. Ouais. T'as vu? Ouais. Nokwit, il a tenu les 5 rounds. C'est assez incroyable. Avec presque 30-40 kilos d'écart. Oui. Ça fait que beaucoup de boxeurs que j'ai boxés, qu'ils ont trouvé des excuses par rapport à 2 kilos d'écart, 1 kilo d'écart. Je leur ai dit, hey, même si je suis plus lourd ou plus léger, je vais te battre quand même. Parce que leur style de boxe, c'est toujours c'est le même style. Et moi, je préférais boxer des taureaux. Vous savez, les taureaux, c'est-à-dire ceux qui cherchent que à vouloir mettre KO. Moi, j'aime ça. J'aime les taureaux. Et pour toi, c'est quoi ça? C'est parce que ça rend
entre guillemets, la Muay Thai, le combat plus simple pour toi. Et là, aujourd'hui, quand tu enseignes à tes élèves, tu leur dis justement d'arrêter ce côté un petit peu rentre-dedans, bagarre, pour avoir un côté un peu plus artistique comme toi. Parce que quoi? Parce qu'ils vont prendre moins de dommages, parce qu'ils vont se rendre le combat plus facile. Parce que, mine de rien, on pourrait se dire aussi que mettre KO au premier round, bah, la soirée est quand même beaucoup plus courte, et ensuite tu rentres chez toi. Ouais, bah oui. Alors moi, c'est ça, moi, mon conseil, c'est, comme vous avez vu, Floyd Mayweather. Ouais. Floyd Mayweather, il reçoit pas de coups, et voilà, il gagne bien sa vie, mais pour moi, ça, l'art de la boxe, l'art des arts martiaux, c'est rentrer chez soi, pas marquer. Et il y en a, tu peux leur enseigner, mais ils vont pas comprendre. Hein. Les gens, je leur ai dit mille fois, non, fais ça, mais dans sa tête, c'est non, le stress, c'est non, je vais le mettre KO, je vais le mettre KO. Ah, ok. Et après, c'est eux qui se font mettre KO. Alors, parce que c'est chacun sa compréhension. Hein. On peut pas rentrer dans la tête des gens des fois. Tu peux lui dire, tiens, fais ça, fais ça. Il va dire, ok, ok. Il tombe. Après, c'est pas donné à tout le monde. Moi, je préfère enseigner l'art. Être complet, il n'y a pas mieux. Et alors j'ai une question. Alors peut-être je me fais un film. Hein. Faut m'arrêter si je dis n'importe quoi. Mais le fait que tu sois intéressé par cet aspect technique précis et même on pourrait dire artistique d'une certaine manière aussi parce qu'il y a une espèce de flow, de mouvement et de rythme en fait dans cette façon là de combattre. Ça me fait penser à ce que disait Ray Robinson. Il disait en boxe tout est une affaire de rythme et ça commence par et si t'as le rythme c'est bon et si t'as pas le rythme ça risque d'être compliqué pour toi. Et toi je sais que t'es très intéressé aussi par la musique et il y a une facette artistique en toi. Est-ce que ça t'a aidé au moment où tu faisais de la boxe? Est-ce que il y avait des ponts en fait entre les deux qui se faisaient naturellement? Si, c'est vrai, ça m'a aidé beaucoup, hein, parce que la musique, bon, moi comme vous savez, je suis africain, hein, je suis africain, hein, et c'est vrai que ça joue vraiment l'art, cette musique. La musique, moi, ça m'a aidé aussi, hein, parce que avant de monter sur le ring, par exemple, il me fallait du son, il me faut du son. À l'entraînement aussi, j'aime bien le son. Et après, c'est vrai que c'est dans le sang après, hein. Si tu sais danser, tu sais esquiver, tu sais faire beaucoup de choses. C'est ça. Bon, après, c'est peut-être pas donné à tout le monde de comprendre ces choses-là aussi. Hein. Il y a des gens, il faut que tu l'aies accumulé, il faut que tu comprennes le sens, tu vois, parce c'est vrai il faut avoir le rythme. Hein. C'est comme tu vois en Thaïlande, ils dansent aussi sur le rythme, ils boxent sur le rythme. Vous voyez comme ils font la musique là. Oui, tout à fait. Ouais. Et ben c'est un rythme. Et ben tout ça, ça vient d'une science, une science que beaucoup de gens qui sont pas par exemple, dans la philosophie, on va dire, soit ça peut être bouddhiste ou soit même africaine, hein, si on va chercher dans les origines, parce que toutes ces choses-là viennent aussi d'Afrique. Parce que si vous faites l'histoire, l'histoire des premiers êtres humains, l'histoire de la première musique, première science et tout ça, tout vient d'Afrique. Ça fait que ça a fini en Asie, parce que les mêmes coutumes asiatiques, ce qu'ils font chez eux, nous on le fait chez nous aussi, on le fait en Afrique depuis des siècles. Alors, toutes ces cultures-là sont ancestrales depuis des siècles. Même si vous faites l'histoire même de l'Égypte et tout ça, dans les tombeaux, il y a encore des preuves. Il y a des preuves sur les arts martiaux, que toutes les origines viennent d'Afrique depuis des siècles et qu'on dansait déjà avec le rythme. Les combats étaient avec le rythme. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, ça fait que le sport de combat, beaucoup de ces choses-là, il y a un rythme qui va avec. Ouais. Mais ça, ouais. Mais c'est vraiment l'impression que ça donne parce que, par exemple, t'es très célèbre justement pour ton timing sur les balayages. C'est un truc, vous tapez Danny Bill highlight sur YouTube, vous allez voir des vidéos entières qui sont faites comme ça, sur ça. Et c'est vrai qu'on a vraiment l'impression, ce qui te distingue des autres, c'est que
c'est le timing, c'est comme si c'était une discussion et on a presque l'impression que c'est chorégraphié, presque parce que t'es juste au bon moment, au bon endroit. Et du coup, je me demandais, est-ce que c'est quelque chose qui, à force de travail, à force d'expérience, à force de combat, qui est venu progressivement, ou est-ce que c'est quelque chose que tu avais, même quand tu as commencé à boxer, tu avais déjà cette compréhension en fait du ah, je tape, il va répondre, donc je vais le surprendre. Enfin, je sais pas si je me fais comprendre, mais Je vois. Non, moi déjà aussi, c'est vrai que 83, 4, tout ça, c'était l'époque de la danse. Je vais vous ramener un peu à la danse. L'époque de breakdance, hein, le smurf et tout ça là. Et ben j'étais aussi dedans, je dansais. Et ça fait que, à côté de ça, on faisait les arts martiaux aussi à côté. Et ça fait que le rythme de la musique, la danse, c'était lié avec même le sport. Alors, on allait à l'entraînement, il fallait le prendre comme un jeu. Vous savez, le sport, il faut le prendre comme un jeu. C'est pas, tu rentres dans une salle, tu es stressé, tu veux détruire quelqu'un. Il faut arriver d'une manière à l'aise. Il faut, vous voyez les Thaïs, comme vous allez en Thaïlande, vous entraînez en Thaïlande, ils s'amusent. Vous avez vu ou pas? ouais. C'est un jeu. C'est un jeu, l'entraînement. C'est pas comme certaines salles en Europe, la bagarre. Ils cherchent le chaos, on met les gants. C'est très rare de voir des salles où les gens veulent s'amuser. Il y a des gens, dès que tu lui dis, vas-y, on fasse sparring, ok, ça cherche tout de suite le chaos des fois. Et voilà, ça fait que par rapport à l'Asie, c'est un jeu. Il s'amuse. Il le prend comme, presque comme si tu allais danser, tu allais dans une salle de danse. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, ça, si la personne arrive à comprendre que les arts martiaux sont pas que faits pour se battre, comprendre cette philosophie de sport qui va dans un rythme musical, vous savez, c'est toute une science, c'est toute une philosophie, tout ça. Ça fait que il faut avoir le rythme déjà dans le corps. Mais ça vient, moi je pourrais vous le dire, ça vient aussi des ancêtres. Moi je le prends comme ça. Parce qu'il faut être rythmé depuis très longtemps. Mais comment tu fais pour l'enseigner, ça? Parce que tu as une manière quand même très singulière de penser le combat. Et c'est vrai que j'imagine quand tu es avec tes élèves, ça peut être un petit peu compliqué pour eux de se dire, bon bah ok, je dois complètement m'abandonner à ce que Danny Bill va me dire pour finalement mettre de côté tout ce que j'avais vu quasiment auparavant. Comment je peux l'enseigner? Eh ben ça, il faut déjà que la personne, elle ait, comment dire, la foi et qu'elle soit ouverte d'esprit. Parce que si tu n'es pas ouvert d'esprit, tu ne peux pas comprendre de quoi on parle. Parce qu'il y a des gens, ils sont fermés à une chose, vous voyez? C'est-à-dire que lui, non, tu vas lui expliquer, il va te dire oui, oui, oui. Mais en vrai, il est fermé. En vrai, il ne comprend pas. Ouais, je veux dire. Ah bah ouais, oui, on a tous déjà vu ça, oui. Voilà. Vous avez vu des combats, des fois, il y a des boxeurs sur le ring, ils sont même dans la cage. Hein. Tu lui dis, mais à l'entraînement, on a fait ça, fais-le, tu vas voir. Et il va l'entendre, mais il va pas le faire. Il y a des gens, ils écoutent, hein. Moi j'en ai vu plein, hein. Ils écoutent, mais dans la pratique, c'est pas pareil. C'est ce que je veux dire. C'est par exemple les balayettes que moi je faisais comme je boxais. Vous avez vu le style de balayette en dessous? Combien de personnes le font? On n'est même pas 5. Si vous faites même l'histoire de la Thaïlande, hein, c'est très rare les Thaïs qui le font. C'est pas parce que c'est moi. Moi, j'ai vu en Thaïlande, j'ai parlé beaucoup avec les Thaïs aussi. Eux-mêmes, ils me le disaient. Ils me disaient, mais c'est qui t'a appris ça? C'est pas les Thaïs qui m'ont appris ça, les balayettes, hein, que je faisais sur le ring. Parce qu'eux le faisaient rarement. Eux, c'est de voir un boxeur qui le fait, il faut regarder tous les 10 ans. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, c'est pour ça que, voilà, il faut aller chercher. Moi, j'ai toujours voulu chercher quelque chose de différent. Et ça, il faut le vouloir. Moi, comme je montais sur ring, je disais, tiens, je vais faire quelque chose que les autres ne font pas. C'est quand même un peu risqué, hein. C'est risqué, oui. Parce que, vous savez, la balayette, comme l'adversaire, il est devant. Moi, dans ma tête, je me le dis. Je me dis, je vais le faire. Je vais dire, ah, tiens, je vais le balayer. Mais il y en a, ils se le disent, mais ils le font pas. Ils le font pas, ouais.
Mais en fait, on revient sur les gens qui sont en fait finalement plus relâchés et plus ouverts quand ils sont dans un espace, on va dire, confortable, qu'ils maîtrisent, et ceux qui arrivent à se sublimer en fait dans un espace qui est hostile. Et d'ailleurs, ça va me permettre de te demander, c'est-à-dire, tes premiers combats en Thaïlande, ils se sont passés comment? Bah, au départ, super, hein. Super bien. Hein. Au départ, bien, parce que je gagnais. À part contre Koban, c'était ma première. Bon, vous avez vu le combat, les gens disaient, certains disaient j'ai gagné, certains. Parce que c'était les gros paris, hein. Parce que les gens en Thaïlande ne connaissaient pas trop. Alors Koban, c'était déjà la star, hein. Alors ils ont dit il va me mettre KO. Et dès qu'ils ont vu que je tenais, ils se sont dit ah ouais, quand même, il tient. Et t'as eu aucune crainte parce que c'est vrai que c'était un mec qui était réputé pour être vraiment un gros puncher. Ouais. J'ai un peu craint. J'ai craint, c'est au départ un des 2 premiers ronds, on va dire. Je faisais rien. Si vous regardez le combat, je faisais rien. Je me méfiais un peu trop. Et il fallait pas que je me méfie. Je me suis trop méfié et j'ai fini fort. Le match, vraiment, je l'ai fini à la fin. J'ai gagné bien à la fin. Au départ, j'ai pas trop travaillé parce que je me méfiais trop de ses points. Voilà, ça fait que tous les autres combats après, ça a été. Hein. Il y a juste peut-être 1 ou 2 matchs, c'est vrai que j'étais pas trop là. J'étais pas trop là dans le sens, voilà, que j'étais pas trop entraîné. Et d'ailleurs, c'est une question que je me suis posée, mais peut-être que la réponse a déjà été dite autre part et que j'ai pas bien fait mes recherches, mais il me semble que t'as jamais combattu pour le Raja, au Raja. Non, c'est vrai. J'ai jamais boxé au Raja parce que à l'époque, l'organisateur avec qui j'étais, c'était Song Chai, il s'appelait. C'est lui qui fait les plus gros, qui faisait les plus gros événements les 30 dernières années en Thaïlande. Hein. Là, il a arrêté. Mais c'est lui qui avait le monopole. Mais Keo Lumpini, lui à l'époque était Columbini. Ça fait que je boxais pour lui Columbini. Ça fait que lui il faisait que là-bas. Ça fait que moi je fais que pour lui là-bas. Quoi. Vas-y. Justement, et par rapport à ça, est-ce que ça fait partie de tes regrets de ne pas avoir combattu là-bas, ou est-ce qu'il y a un combat que tu aurais aimé avoir, ou il y a quelque chose où tu te dis, tiens, si j'avais pu faire ça? Oui, il y a eu des combats que je voulais refaire là-bas, mais pas au Raja. Au Raja, si j'ai pas boxé au Raja, c'est pas un regret, non. Okay. C'est juste certains boxeurs thaï que j'ai boxé où ça s'est pas très bien passé, comme Sapmongkol. Un thaï qui s'appelle Sapmongkol, je l'ai boxé à Paris. Et j'avais, comment ça s'appelle, j'avais une côte fêlée. Ouais, une côte fêlée avant le match parce que je me suis blessé 3 semaines avant, 15 jours avant. Et j'ai du mal à récupérer de la côte fêlée. Et lui, j'aurais voulu le reboxer chez lui. Et pourtant, si je me souviens bien du combat, il termine fort avec les corps à corps, mais au début, il me semble que tu avais vraiment le timing sur lui, que c'est assez fou. D'ailleurs, j'encourage tous les gens à regarder ce combat, parce qu'il y a une scène, un moment, une séquence dans ce combat franchement, à chaque fois que j'y pense, je la trouve incroyable. Sapmongkol essaye de te toucher en coude. Alors, je sais plus si c'est au deuxième ou au premier round. Et en fait, tu arrives à l'accompagner dans le mouvement et à le tourner sur les cordes. Et franchement, j'ai jamais vu ça, mais nulle part ailleurs. Et la question, c'est, est-ce que c'était dans le flow du moment? Enfin, je veux dire, je sais pas. Est-ce que tu t'es entraîné spécifiquement pour mettre en place ce contre ou en fait, franchement, il faut que les gens voient ce combat parce que c'est assez surréaliste à voir en fait. Oui, c'est vrai que ce combat-là, il a surpris beaucoup de monde par rapport à ce que tu dis là, ce geste-là. Ouais, moi, je l'ai jamais travaillé ça à l'entraînement. Pour moi, c'était comme on disait tout à l'heure, c'est des gestes comme si on dansait de la valse. Mais oui, c'est ça. Et je l'ai tourné et c'était voilà le timing, c'était au bon moment. Je l'ai vu arriver. Ça fait que je l'ai vu arriver et je suis parti au bon moment. C'est comme une esquive, c'est comme si on te met la droite, tu la vois arriver, tu vas pas vouloir l'encaisser. Vaut mieux l'esquiver.
Et ça fait que je l'ai vu arriver. J'ai préféré, voilà, de faire un petit peu de tango. Ouais, de Tu vois. tango. Ouais, si, c'était dans le moment. Je l'ai vu Ça, arriver, quoi. ouais. Sac Moncol, enfin, c'est un énorme champion et donc t'aurais voulu le réaffronter. Enfin, J'aurais voulu chez lui, et j'aurais été au top. Et je sais que je l'aurais battu chez lui. Parce que si tu regardes les premiers, pendant 3 rounds, ouais, ça allait. Mais après, dès qu'il m'a peu au corps à corps, c'était où j'avais mal, justement. Et dès qu'il a senti que je voulais pas faire le corps à corps, bah, il en a profité, il m'a attrapé, cherché qu'à m'attraper. Et c'est ça qui a fait que le combat, m'a battu au corps à corps parce que j'avais mal aux côtes fêlées, j'avais la côte fêlée. Ça fait que c'était ce combat-là que j'aurais voulu faire. Après, il y en a peut-être 2, 3 autres, oui. Mais bon, ça c'est fait, c'est fait. Hein. Et tu as eu les énormes combats au Lumpini, en Thaïlande aussi, tu as eu les énormes combats à Paris. Pour toi, quel était les meilleurs des combats dans lesquels tu étais dans les meilleures dispositions finalement, le fait d'être seul contre tous ou au contraire quand tu étais encouragé par tout un public? Seul contre tous. Thaïlande. Thaïlande, mon premier championnat du monde, comme j'avais remplacé Joe Prester, justement. c'est ça. Ouais. C'est C'était la Kings Cup, c'est ça, la Kings Cup? Non, non, ouais, c'est ça, Kings Cup. C'était le premier championnat du monde l'anniversaire du roi en Thaïlande. C'est en 93. On m'appelle 2 jours avant. Même pas. Ouais, c'est ça, 2 jours avant. Parce que Joe Prestel était blessé. Mhm. On m'appelle, on me demande de le remplacer. Et moi, j'étais à Paris. On m'appelle le 3. Le match, c'était le 5 décembre. On m'appelle le 3. Et moi, je dormais. Il était 2 heures du matin, on m'appelle. Et moi, je dormais. Et on me dit, tu veux pas venir remplacer Joe Prestia? Moi, je me suis dit, c'est dans une semaine le match. Ça va, dans une semaine. On me dit, ouais, mais le match est après-demain. Je dis, comment ça, après-demain? Il me dit, ouais, il me dit, si tu veux, ouais. Je dis, ok, j'y vais. J'ai j'ai pris l'avion le matin, hein, on m'appelait à 2 heures du matin. J'ai pris l'avion le premier vers 7 heures, 8 heures du matin. Je suis arrivé en Thaïlande. Le lendemain matin, c'était un dimanche matin, je suis arrivé. Et j'ai boxé le soir. Je suis arrivé le matin, j'ai boxé le soir. Et décalage, parce qu'en France, il fait froid au mois de décembre. Et en Thaïlande, il fait 35 degrés au mois de décembre. À Paris, il faisait 5 degrés. Alors, je suis arrivé là-bas, ce que j'ai fait, j'étais KO, j'ai été me faire masser. On m'a massé un peu parce que j'étais déconnecté. Et le soir, avant le match, tout le monde rigolait. Tous les Thaïs rigolaient. Ils ont dit à lui, il va se faire mettre KO. Lui. Il est arrivé ce matin, c'est un malade, il va se faire mettre KO. Parce que tous les Européens, il y avait peut-être 5 Européens avant moi qui boxaient. Il y avait Ramon Dekers, il y avait Valentine, un Hollandais, un Black là. Il y avait 4-5 combats. Stéphane Nikema, tout ça. Nikema. Tous, ils se sont fait ouvrir, jambes cassées, tous perdus. Je les voyais tous arriver, l'arcade ouvert, la jambe pétée, tout le monde était KO. Et moi, j'ai dit, oh là là, et moi, c'était le 6e combat. Moi, le 6e combat. Et c'était le seul qui n'était pas entraîné, c'était moi. Parce que tous, ils avaient fait la promo pendant 1 mois à la télé, tout ça. Alors, ça fait que les Thaïs, tout le monde disait, lui aussi, il va se faire tuer puisqu'il est arrivé ce matin. Alors moi, je me suis pris vous savez, c'est comme du lipo, ça s'appelle lipo, c'est une boisson énergisante. Red Bull. Ouais, Red Bull. Alors j'en ai pris 5. J'en ai pris 5 parce que j'étais tellement tendu en les voyant tous se faire mettre KO. J'ai dit, oh là là, ça va être chaud, oh, merde. Alors j'étais sur le ring, j'ai dit aux Thaïs qui me mettent ma musique parce qu'on avait le droit de donner des musiques qu'on voulait. Ils m'ont mis ma musique avant de monter sur le ring. À l'époque, c'était un morceau qui s'appelle Down with the King, un morceau de rap que j'aimais bien à cette époque. C'était Run DMC. Ah oui. Run DMC et Pete Rock. Un morceau Down with the King, un morceau hardcore que j'aimais bien.
Je suis monté avec. Et c'est vrai que le premier round, il m'a touché. Je suis tombé, je suis fait compter le premier round. Mon œil, il a commencé à gonfler. Au deuxième round, je commence à presque plus rien voir. Mais j'avais la détermination. J'ai dit non, tout le monde rigole. Tout le monde rigolait, ça m'a tellement énervé. Je voyais les tailles rigoler. Tu sais, j'étais sur le coin, je voyais les gens, ils rigolaient. J'ai dit non. Je me suis mis bien dans ma tête. Je me suis concentré à 100% parce que j'ai boxé un taille. Il s'appelait Dan Mansuring à l'époque. Dan Mansuring. Il a battu Ramon Dekers 4 fois. Il a boxé à l'époque aussi les meilleurs européens. Il les a battus. C'est un puncher. Alors ça fait que, comme je vous disais, c'est un bagarreur. Et moi, j'aimais bien les bagarreurs. J'ai réussi à le battre en technique grâce à la technique contre la force. Et j'ai réussi à gagner le match. Et à partir de là, j'étais le premier. J'étais le premier titré. Ok. Le premier à prendre le titre mondial en Thaïlande. Et d'autres ont suivi, bien entendu, mais aussi ce fameux combat contre Ramon Dekers en France, qui lui reste bien évidemment dans les mémoires. Est-ce que pour toi, c'est, on va dire, le plus gros accomplissement de ta carrière, on va dire, globalement? Attends, je répète ce que... Le combat contre Ramon Dekers, avec le recul, est-ce que pour toi, c'est le plus grand moment de ta carrière? Non, non. Non, pour moi, non, c'est pas le plus grand, parce que ça a été pas le plus grand. Parce qu'il y en a eu... pour moi, c'était... Pour l'Europe, oui. Pour les Européens, Ramon, c'était la grande star. Ouais. Ramon. Mais pour moi, ça n'a pas été lui exactement. Pour moi, c'était boxer les meilleurs Thaïlandais. Parce que Ramon, on se connaissait, on avait fait beaucoup de combats ensemble, les mêmes soirées en Thaïlande. Mhm. Lui, par exemple, avant le match, même la veille, il me disait, Dani, je sais qu'avec toi, si je te mets pas KO, je sais que ça va être dur pour te battre en technique. Et lui-même, il le savait. Ça faisait des années, on se connaissait. Et il me disait, je suis obligé de chercher à te mettre KO. Mais, bon, comme vous avez vu, j'ai pas forcé. Lui, il était aussi pas au top à l'époque, mais Ouais, complètement. toujours la force. Ramon, c'est toujours la même force, en tout cas sur le punch. Mhm. Quoi qu'il arrive, c'est toujours un puncher. Ça a été toujours un puncher à cette époque-là. Ça fait que techniquement, celui qui comprenait pas comment battre Ramon, il pouvait pas le battre dans ses armes à lui. Hein. C'était difficile de le battre dans ses armes. Et ça a été, voilà, c'était un beau combat, mais pour moi, ça n'a pas été l'un des meilleurs combats. Mhm. Et du coup, tu disais justement que c'était pas que tu préférais combattre les tailles les plus techniques. Et si tu avais un nom à nous donner sur le combattant taille que tu as trouvé qui t'a impressionné quand tu l'as rencontré, enfin... Ah, si, il y en a eu. Hein. Il y a eu des boxeurs comme Nokwei Devi, justement. Parce que Nokwei Devi, avant je le boxe, on me disait, parce que moi je le connaissais vite fait à l'époque, mais les tailles, c'était une légende à cette époque-là. Nokwei Devi, il était champion en Thaïlande à cette époque-là. Et les tailles me disaient lève ta garde, parce que il a mis KO beaucoup de gens avec le high kick. Et lève ta garde, il est très dangereux. Le taille disait ça va être dur. Il y a eu Sang Tien Noi aussi, Sang Tien Noi. Je ne sais pas si vous avez connu Sang Tien Noi, c'est un taille aussi qui est connu en Thaïlande, Sang Tien Noi, Sorudlo, il y a eu Orono Orono aussi, ça c'était l'époque où les tailles étaient au top. Hein. Il y a eu Den Mansuring aussi, Panom Longlek, un taille qui s'appelait Panom Longlek. C'est beaucoup de tailles comme ça que j'ai boxé qui étaient à l'âge d'or. Chez eux, c'était des stars déjà. Et que moi, j'étais quelqu'un qui est arrivé de l'extérieur. Et quelqu'un qui arrive de l'extérieur, comment il va faire pour battre une star de chez nous? Vous voyez ce que je veux dire? Ça fait que... Et les battre en plus dans leur technique, hein, c'était... Et est-ce que
Ouais, pardon. Et tu penses qu'aujourd'hui, ça s'est démocratisé et qu'il y a plus maintenant les phalanges, enfin les non-tailles, est-ce qu'ils arrivent à être, est-ce qu'il y a plus de techniciens maintenant ou est-ce que c'est toujours parce qu'en fait à l'époque c'était les tailles étaient techniciens et les phalanges ils compensaient avec le conditioning ou avec la boxe anglaise et le punch. Est-ce que maintenant tu penses que même les étrangers ils ont une compréhension meilleure en fait de la boxe taille? Certains, oui. Certains, j'en vois des combats, certains, ils essayent de s'appliquer, ils essayent de faire la technique. J'en ai vu pas beaucoup, hein. Comme j'ai été dans plusieurs galas ces 10 dernières années ou 20 dernières années. J'ai pas vu, j'en ai vu peut-être un ou deux qui m'ont fait effet. Mais sinon, des fois, je m'ennuie. Des fois, je vais dans des galas, je m'ennuie parce que ça fait pas rêver le public. Il y a des gens qui sont connaisseurs, ils regardent les combats, ils sont pas vraiment marqués par les matchs. Mhm. Il y a des combattants. Tout le monde dit, ah ouais, il y a des combattants. Oui, il y a beaucoup de guerriers. Mais maintenant, ramener quelque chose de différent, pour moi, c'est le plus important, c'est de faire briller, de rentrer chez soi, tu te dis, ah ouais, quelque part, lui, il a quelque chose de différent. Et c'est ça pour moi, l'art d'un combat, c'est ramener quelque chose de nouveau. Et marquer ton temps, par exemple. Le, le but, c'est, comme on a un certain niveau professionnel, pour moi, c'est de faire vibrer le public. Ouais. Les gens ils se disent, ah ouais, j'ai envie de repayer pour aller le voir. Et moi, j'en vois pas beaucoup en Muay Thai. Pourquoi je vous dis ça? Parce que regardez Senshai. Senshai, moi, je l'ai vu, il avait 13-14 ans, les premières fois que je l'ai vu en Thaïlande. Et aujourd'hui, il a 40 ans et il combat encore, et il s'amuse avec eux. Ouais. C'est un jeu pour Senshai, la boxe. Et les Européens qui le boxent, ils n'arrivent même pas encore à sa cheville. Alors que lui, il ne s'entraîne pas beaucoup pour ses combats. C'est ça, il est en pré-retraite depuis déjà quelques temps, hein, de toute façon. Mais justement, après, il a un niveau comme toi où maintenant les gens veulent le voir parce que c'est un artiste. Et je pense aussi que la plupart des Européens, quand ils vont en Thaïlande, bah, ils sont dans une situation entre guillemets financière où ils doivent justement prouver. Donc tu as aussi cette pression-là. Toi, à partir de quand tu as été entre guillemets très à l'aise financièrement pour te dire bah maintenant je peux continuer sur ce côté artistique, il y a presque quasiment plus aucun risque parce que les gens me voient pour ce que je fais sur le ring et ce que je fais c'est justement jouer avec mes adversaires. Bah, franchement, j'aurais pu continuer moi, la boxe. J'aurais pu boxer même jusqu'à même mon âge, 45. Parce qu'en Thaïlande, il y a des boxeurs qui boxent. Ouais. Qui ont boxé à 45, 47, 48. Hein. Mais j'aurais pu continuer. Hein. Mais tellement, par exemple, en France, c'est mal structuré. Ça fait qu'il y a beaucoup de boxeurs qui avaient encore le niveau de continuer. Hein. Même Aurélien Duarte, par exemple, Aurélien Duarte, il aurait pu boxer encore. Il était bien, il est bien physiquement. Il y en a eu d'autres hein, que je connais qui étaient toujours au top physiquement, même à plus de 40 ans. Mais les structures qu'il y a, les fédérations qu'il y a, ils sont pas assez structurés pour que ça continue, pour qu'on continue. En plus, ils ont fait des lois qui disent qu'à 37 ans, 38 ans, on peut plus combattre en France. Et ça casse une carrière. Alors, on est obligé d'aller boxer à l'extérieur, à l'étranger, dans d'autres pays. Mais franchement, on aurait continué. D'accord. Ah oui, donc toi, pour toi, tu as été contraint de t'arrêter? C'est ça. À D'accord. cause de la politique qu'il y a en France et tout ça, parce qu'on te donne une limite. Moi, j'aurais voulu boxer, mais on me disait non, tu peux plus. J'ai dit pourquoi je peux plus? Parce que tel âge, tu peux pas. Et ça, c'est n'importe quoi. Alors que on peut encore combattre, mais ils nous ont donné des limites. Et parce que c'est à l'étranger, c'est quoi? C'est parce que tu étais dans des traquenards forcément, et donc sportivement, c'était plus, on essayait de s'offrir Danny Bill plutôt que rester en France, avoir des combats plus confortables, on va dire? Oui, il y a ça aussi. Ouais. Parce que je sais que j'ai été boxé à l'étranger, même encore mon dernier combat, je l'ai fait à
41. Mhm. Je crois que c'était en Belgique, ouais. Mais c'est pas passé à la télé, tout ça. Mais je sais même j'aurais été, si je voulais, je pouvais continuer même ici aux États-Unis ou au Japon. Parce que là-bas, ils boxent encore, hein, certains. À plus de 45 ans. Et d'ailleurs, pardon. Et d'ailleurs, t'as évoqué Senchai et il n'y a pas que lui, il y a énormément de Thaïs qui font en fait qui ont une première carrière en Thaïlande et qui arrivés à un certain niveau s'exportent ailleurs, quitte même à changer de format de règle. On voit par exemple Boako, c'est le plus connu, mais il y en a d'autres, City Chai et tous ces gens-là qui sont passés en règle K1. Est-ce que c'est un truc que toi t'aurais voulu faire à un moment? Est-ce que c'était possible à ce moment-là? C'était pas encore développé assez à comment j'ai arrêté K1. Ils ont évolué aussi, oui. Mais bon, après, hein, après nous, on était, moi j'étais à l'âge d'or, hein, j'étais déjà là, 90. Après, bon, après il y a un moment où tu réfléchis, tu dis c'est bon, hein, j'ai déjà donné assez. Mais si ça aurait été possible, j'aurais continué, oui. Mais on peut pas sauter les étapes. Le corps, des fois, il te dit c'est bon, t'as beaucoup donné. Ça fait que aujourd'hui, c'est vrai que je regarde les tailles qui sont passées au K1 et ils s'amusent. Je sais que cette Tisha, ils s'amusent. Moi, je sais que j'aurais été à cette époque au K1, ça aurait été pareil parce que c'est une technique qui est moins complète, le K1. Hein. C'est une dérivée de la Muay Thai. Hein. Ouais. Parce que les Japonais, comme ils l'ont créé, parce que moi, je me rappelle, c'est les Japonais qui ont ramené le K1, ils l'ont fait pourquoi? Parce qu'ils avaient vu justement que Boakrao, il avait battu à l'époque Masato. Vous savez, Masato, c'était la star japonaise. C'était les premiers K1 de 70 kilos au Japon vers 2001-2002. Et dès que ils ont vu qu'ils ont perdu, ils perdaient régulièrement les Japonais contre les Thaïs, et ben ils ont commencé à créer des règles pour eux, pour que, voilà, pour que les Thaïs gagnent pas à chaque fois. Et après, des années après, qu'est-ce qui a repris ça? C'est les Hollandais. Les Hollandais, ils ont repris le K1. Parce que pareil, les Hollandais se faisaient souvent battre par les Thaïs. Et là, maintenant, le K1, c'est populaire. Il n'y a plus de corps à corps, il n'y a plus de saisie et tout ça. Parce que les Thaïs, à l'époque, ils battaient tout le monde dans leurs règles. Ouais. Et tu penses, parce que je comprends cet argument notamment sur la suppression du clinch, par exemple, qui était vraiment à dessein, c'était, on peut le dire à ce moment-là pour donner un petit avantage aux combattants locaux au K1. Mais l'autre argument qui est avancé par ceux qui défendent en fait le K1, c'est de dire en limitant le clinch, on maximise les échanges debout et du coup c'est plus, les échanges à distance et du coup c'est plus spectaculaire. Toi, tu penses que c'est un argument, ouais, c'est bidon, ouais, c'est. Non, on peut être honnête, hein. Ouais. Là, oui, ben, franchement, moi, je regarde les passionnés, la plupart des pays. À chaque fois, les gens, ils sont plus impressionnés debout, que ça soit plus complet en Muay Thai qu'en K1. K1, c'est limité. Moi, je sais que, regardez les vues, par exemple, les vues même sur Internet, il y aura toujours plus de vues sur la pure Muay Thai avec les coups de coude et tout ça que le K1 en 3x3. 3x3, c'est tout fait, il n'y a pas beaucoup de spectacles. Moi, je préfère voir un beau spectacle de coups de genoux sautés, que voir que des coups de poing gauche-droite, uppercut et low kick. Après, c'est chacun son truc. Hein. Et du coup, qu'est-ce que tu penses quel est ton avis sur le MMA justement? Parce que là, on est encore, on poursuit en fait sur un art qui devient carrément total en fait, où il y a l'appréhension, le striking, les phases au sol. Enfin, c'est. Franchement, moi j'aime bien regarder les combats les plus techniques encore une fois. Ça veut dire que j'aime bien celui qui est le plus complet possible, ça soit debout ou par terre.
Alors, ceux qui m'ont plus impressionné, pour l'instant, ils sont pas beaucoup, hein, parce qu'il y a beaucoup de combattants qui sont pas complets. Mais moi, j'aime bien le style de John Jones, par exemple. Hein. Ah bah oui. Il est pas mauvais. Même Connor, il est technique quand même. Connor, il a une bonne technique de. Il est intelligent. Des fois, il n'a pas de garde. Il met juste une gauche, les mecs, ils tombent. Il est super, super vicelard aussi. Et tu t'es pas, enfin, peut-être tu l'as déjà fait, mais est-ce qu'on t'a appelé, est-ce qu'il y a des combattants de MMA qui t'ont demandé de les coacher? Parce que ce qu'on observe dans le MMA, c'est que bah, ils intègrent progressivement des choses qui sont, on va dire, des techniques qui sont naturelles dans les sports où c'est plus spécialisé. Il y a encore quelques années, il y avait très peu de bons contreurs en MMA debout. Maintenant, on en voit de plus en plus. Il y a quelques années, on voyait pas beaucoup de gens qui savaient beaucoup se déplacer. Maintenant, ils font appel à des coachs de boxe, ils leur apprennent le footwork. Et du coup, pareil pour le Muay Thai, même s'il y en a beaucoup qui pratiquent ce sport au MMA parce que c'est un peu un art fondamental, ben, il y en a très peu qui le maîtrisent. Enfin, il y en a aucun, je vais même être honnête, qui le maîtrise au degré auquel tu le maîtrisais. Et du coup, ma question, c'est est-ce qu'on t'a déjà proposé de venir dans un camp pour un combattant de MMA pour lui apprendre? Et où est-ce que ça t'intéresserait? Ouais. Si, on m'a déjà proposé. Ouais. Il y a eu le Canadien Georges Saint-Pierre, par exemple. D'accord. Il y a eu les frères Diaz, là. Diaz. Et t'as travaillé avec eux? Non, pas encore. J'ai pas encore travaillé avec eux. C'était parce que j'avais, en même temps que les gens me demandaient de venir, j'avais des propositions déjà faites. En fait, j'avais déjà des contrats ailleurs. Ça fait que j'ai pas pu y aller. Alors maintenant, j'ai vu qu'il y a beaucoup de demandes, il y a plus de demandes qu'avant là. Mhm. Là bientôt là, justement, je serai avec certains là pour les accompagner dans leur technique. Oui, en plus, là, en étant en Californie, Bah voilà. juste à côté des frères Diaz, donc c'est l'occasion d'aller les voir. Toi, si à ton époque, le MMA était là où il est aujourd'hui, est-ce que tu aurais été tenté pour faire la transition vers le MMA? Et comment? J'aurais été avec plaisir. Ah, ça aurait été quelque chose. Hein. Ah, franchement, il n'y aurait pas eu la Muay Thai. Il y aurait eu le UFC, le MMA avant. On aurait tous sauté dessus. Hein. Là, j'aurais sauté dessus. Hein. Pourquoi? Parce que la volonté de dire que tu as vraiment tout qui s'offre à toi, enfin, c'était quoi finalement? Ou l'aspect financier? Il y a tout dans l'art du combat. Tu fais de tout. Ça veut dire que c'est l'un des sports aussi les plus complets parce que c'est debout par terre et après, ça ramène aussi le plus de public parce qu'il y a plus de médias qui suivent. Voilà, il y a plus de sponsors et c'est aussi le plus spectaculaire actuellement. Mmh. Il y a de tout. Et c'est vrai que moi j'aurais préféré faire ça aussi à mon époque si ça existait. Ouais. Mais bon, ça n'existait pas à l'époque. Mmh. Ça existait, si, ça existait. Je l'ai vu, moi, à l'époque, c'était au Japon. Avec le Pride, oui. J'avais boxé au Japon 95. Ah oui. Le même soir, j'avais boxé, il y avait des matchs, mais c'était sur le ring. Oui, c'est Rings, ouais, c'est ça, ouais, c'est pas Pancras, c'est pas comme ça que ça s'appelait l'organisation, je me souviens plus, enfin bref. Mais j'étais même surpris à cette époque-là, il y avait ça sur le ring. 95, hein. Mais, Ah oui, c'était pas dans les cages encore à cette époque-là. Ouais. Mmh. Voilà, ça fait que maintenant c'est explosif partout. Voilà. Ouais. Complètement. Mon cher Polydomso, avez-vous une autre question? Bah, juste une question classique, à mon avis, tout le monde doit la poser, mais bon, je m'en voudrais de pas la poser. C'est si tu avais un conseil à donner à des gens qui veulent commencer la boxe ou même plus généralement les arts martiaux. Eh ben, moi, le conseil, de toute façon, le plus important, c'est de se faire plaisir. Hein. Ça veut dire que celui qui veut être toujours en bonne santé, il peut faire que ce soit des arts martiaux ou n'importe quoi, mais rester en forme avec ce qui se passe en ce moment, le confinement là,
on est obligé de rester en forme. Alors, que ce soit dans les arts martiaux ou que ce soit dans n'importe quoi, on est obligé de faire attention à notre santé et moi, je dis se faire plaisir avant tout. Moi, ce sport-là, si je l'ai fait, c'est pour le plaisir. Alors, tous ceux qui y vont dans le but d'être champion, des fois, tu peux pas être champion. Fais-le avant tout parce que tu aimes les arts martiaux et tu aimes pratiquer le sport en général. Alors, fais-le comme si tu allais faire de la danse, comme si tu allais danser. C'est d'abord avant tout s'amuser. Moi, je le prends comme un jeu. Un jeu dangereux, mais c'est un jeu. Je peux le prendre. Voilà. Eh bien, des paroles très sages. Merci beaucoup, Danny Bill. Franchement, c'était super. Soit.